Dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est la remontée des rendements obligataires, notamment depuis la décision de la Fed le 18 septembre de baisser ses taux de 50 points de base. C'est John Plassard qui est avec nous en visioconférence pour nous apporter des éléments d'explication justement sur cette séquence de correction du marché obligataire. On a un 10 ans américain à plus de 4,2% au moment où on se parle. John qui est spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonsoir et bienvenue John. Est-ce qu'on est au point où on va revivre cette discussion de marché qu'on avait eue en début d'année? Je me souviens que le marché était parti bille en tête sur au moins une demi-douzaine de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine. Et puis au fur et à mesure des premiers mois de l'année 2024 et des données économiques américaines, on en était arrivé au point de se dire non seulement la Fed ne baissera pas les taux, mais elle risque peut-être même de les remonter. Est-ce qu'on est reparti pour un tour de discussion dans ce sens-là, John? Oui, bonsoir Grégoire. Oui, clairement. On est dans une situation où maintenant on entend de plus parler de no landing. Il y avait le soft landing, le no landing. On avait même parlé du take-off, c'est-à-dire qu'on remontait les taux face à une inflation notamment qui remontait. Il y a juste un chiffre que j'aimerais, vous l'avez dit, mais il y a juste un chiffre que j'aimerais rappeler, c'est que en fait, la Réserve fédérale américaine a baissé ses taux de 50 points de base et le 10 ans, depuis qu'elle a baissé ses taux de 50 points de base, le 10 ans américain a progressé de 60 points de base. Donc on voit que c'était le démarrage d'une remontée des rendements des taux américains, des treasuries, ce qui est absolument contre-intuitif. Mais on s'est rendu compte une nouvelle fois, et c'est une énième fois, parce que vous parliez du début de l'année, Grégoire, mais il faut aussi rappeler que l'année passée, en début d'année passée, c'était exactement la même chose, puisque tout le monde pensait que l'économie américaine allait rentrer en récession. Ce n'était pas le cas. On s'est dit, bon, c'est pour 2024. Et là, on est en train de passer la patate chaude, si vous me permettez de l'expression, pour 2025. Parce qu'on se rend compte de plusieurs choses. Déjà, c'est qu'on est dans une situation où, en fait, l'économie américaine, qu'on le veuille ou non, on est plus ou moins dans une société Goldilocks, boucle d'or. On a vu les ventes au détail, on a vu les PMI qui tiennent toujours, et on a aussi vu que le consommateur américain, ce qui est vraiment le nerf de la guerre, eh bien, est toujours aussi vigoureux et qu'on a des relais de croissance très forts. Vous venez d'en parler, il y a évidemment l'intelligence artificielle, mais pourquoi pas de plus en plus le nucléaire, etc. etc. Donc on est dans une situation, où la vigueur économique, eh bien, elle ne tombe pas à zéro. Et je vous rappelle quand même, chose assez importante, c'est que les prévisions de croissance pour le troisième trimestre, donc qui viennent de passer, c'est 3,2%. Donc on serait même en réaccélération par rapport au premier et au deuxième trimestre. Donc c'est absolument extraordinaire, dans le sens littéral du terme. Il y a la deuxième chose, qui est les anticipations d'inflation. Il y a tous les calculs qui sont faits de savoir si, bien, comment va exploser la dette, parce que c'est pas est-ce qu'elle va exploser, mais comment va exploser la dette si vous avez Kamala Harris ou si vous avez Donald Trump. Alors on dit que sous Donald Trump, eh bien, ces projets coûteraient plus cher à la dette américaine ou gonfleraient plus la dette américaine que Kamala Harris, mais dans les deux cas, vous avez une inflation qui serait assez importante et qui empêcherait d'une certaine manière la Fed de baisser les taux. Et puis, chose assez intéressante, et je suis sûr qu'on va en reparler ensemble dans cette émission, c'est qu'on a les premiers économistes américains et européens qui commencent à dire, mais est-ce que la Fed ne pourrait pas poser ses taux en novembre? Et c'était absolument incroyable, inconcevable, il y a quelques jours, voire une semaine de cela. Mais on se rend compte qu'en fait, si vous grillez des cartouches, puisque vous savez, c'est la fameuse caisse à outils, face à une inflation théoriquement qui remonte l'année prochaine, si vous baissez pour rien parce que la croissance elle est bonne, parce que vous avez un taux de chômage qui est en train de rebaisser, je vous rappelle 4,3, 4,2, 4,1 aujourd'hui, c'est-à-dire au mois de septembre passé, eh bien, vous n'avez pas besoin de baisser les taux. Et on est dans une situation où, effectivement, on est en train de se dire, est-ce qu'on n'a pas été trop rapidement en besogne dans les réflexions en se disant, bon, on a changé de statut, on est dans le cycle de la baisse du cycle des taux et dans le cycle monétaire suivant, je dirais, et peut-être pas.
Mais ça veut dire quand même, c'est intéressant, on verra ce qui est décidé par la Fed. Je rappelle, la réunion c'est 6-7 novembre, hein, c'est ça la prochaine réunion de la Fed, donc vraiment dans le sillage, a priori, des résultats qu'on aura de l'élection américaine, si on peut avoir les résultats en temps et en heure, John, mais... Je me dis effectivement, si la Fed ne baissait pas ses taux le 7 novembre, après les avoir baissés de 50 points de base pour entamer ce qui était normalement un cycle de baisse de taux, je me dis qu'on verra aussi fleurir beaucoup d'analyses sur l'idée que c'est aussi une manière pour la Fed de reconnaître en partie que la baisse de 50 points de base était peut-être une erreur. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est très très intéressant ici, c'est qu'en fait on voit qu'il y a un discours complètement différent entre l'Europe et les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, on se dit que 50 points de base, c'était beaucoup trop, et en Europe, on se dit qu'on n'a pas été assez vite. Parce qu'effectivement, on n'a pas la même croissance économique, la même vigueur économique, on n'a pas le même taux d'inflation qui est plus bas en Europe qu'aux États-Unis, etc. Et effectivement, on se dit que, en fait, pour être très concret par rapport aux élections américaines, vous avez 3 scénarios possibles. Vous avez, sans parler du Congrès, hein, vous avez la victoire de Kamala, la victoire de Donald Trump, et puis pas de victoire. C'est-à-dire qu'on se cherche, on recompte, etc. Ça peut durer jusqu'au 20 janvier. Et dans ces 3 cas de figure, vous avez seulement un cas de figure où la Réserve fédérale serait à l'aise de baisser les taux, c'est la victoire de Kamala Harris. Parce qu'on imagine bien que la pression qui va être mise le lendemain de la victoire de Donald Trump potentielle, ou s'il y a une incertitude et que les marchés baissent parce qu'on est en train de recompter les voix, eh bien la Fed n'est pas à l'aise à changer ses taux, que ce soit les monter ou les baisser. Et donc, on voit ici que la fenêtre, l'opportunité et la fenêtre de tir eh bien, est en train de se raccourcir pour la Fed, pour baisser les taux. Et vous avez tout à fait raison, parce que le fait que potentiellement elle ne baisse pas les taux, eh bien, ça va amener les économistes à dire, eh bien, le fameux, dire, mais est-ce qu'il y a eu une erreur de politique monétaire? Il n'aurait jamais fallu baisser les taux de 50 points de base, parce qu'on se souvient, qu'on le veuille ou non, on se souvient quand même que c'était le consensus et peut-être la politique qui avait poussé la Fed à baisser ses taux. Il n'y avait pas d'obligation ou d'urgence, etc. Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que potentiellement, dans exactement 2 semaines et 1 jour, eh bien, le discours peut totalement changer et changer, j'allais dire la face du monde, c'est pas du tout vrai. Non, mais la course des choses, oui. Voilà, exactement. Ouais, on verra. Ce ne sera pas une réunion facile, effectivement. Bon, de toute façon, la Fed a toujours que des coups à prendre, hein. Si elle baisse les taux, on lui dira que c'est une erreur. Si elle ne baisse pas les taux, on pourra lui reprocher de l'avoir fait en septembre, etc. On verra. Le marché, là, pour finir là-dessus, quand vous voyez, alors effectivement, des taux longs à 4,20 aujourd'hui, il y a l'idée peut-être que la Fed est allée un peu trop vite, trop fort pour démarrer son cycle de baisse de taux. Est-ce qu'il y a aussi le poids de Trump qui pèse de plus en plus dans ces marchés, John ? Oui, alors inofficiellement, oui, officiellement non. On sait qu'il y a un poids politique très très important. On sait aussi que historiquement, eh bien, lorsqu'on regarde les relations entre M. Powell et M. Trump, eh bien, elles ont toujours été assez houleuses, même si c'est Trump qui a mis en place Jérôme Powell. Il l'a dit d'ailleurs la semaine passée en disant qu'il n'avait pas monté les taux assez rapidement, et puis après, il n'avait pas baissé assez rapidement. Il dit tout et n'importe quoi, mais bon, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il a tort. Et je vous rappelle quand même une chose, c'est qu'il a aussi dit la semaine passée que Jérôme Powell avait un métier très simple, puisqu'il venait travailler seulement 1 jour par semaine, 1 jour par mois, pardon, et qui prenait une pièce et qui faisait pile ou face pour savoir ce qu'il fallait faire avec les taux. Donc on voit et on imagine là que la relation, il a même dit qu'il tenterait de le destituer, mais évidemment il ne peut pas le faire sans qu'il y ait une faute grave, hein. Donc il ne fait pas ce qu'il veut non plus, même s'il devait avoir le Congrès entier républicain. Mais effectivement, on ne peut pas mettre de côté l'aspect politique et l'aspect, évidemment, de cette volatilité qui n'est pas là. Vos invités avant l'avaient très justement dit, qu'il n'est toujours pas là, mais qui, si on est dans cette configuration où Donald Trump gagne, où il y a un recomptage, eh bien, évidemment, la volatilité va monter.
Il y aura forcément une lecture très politique des décisions de la Fed et même presque une lecture personnelle entre Donald Trump et Jérôme Powell. Merci beaucoup, John. John Plassard qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse pour évoquer ces taux obligataires qui se tendent à nouveau depuis quelques semaines maintenant et à quelques jours de l'élection présidentielle américaine. John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau, était avec nous donc en visioconférence pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.